Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Euh, je commence par vous présenter très rapidement Ada Tech School qui organise cette conférence. Donc, Ada Tech School, c'est la première école d'informatique féministe ouverte à toutes et à tous. On a deux spécificités. La première, c'est nos valeurs. Donc, nous, on est persuadés que l'inclusion, c'est primordial dans le monde de la tech. Donc, on casse les codes qui peuvent exister pour rendre la tech accessible à toutes et à tous. On montre que le code, c'est pas quelque chose de solitaire, c'est quelque chose de collaboratif, que c'est pas un truc de geek qu'on doit avoir appris à 8 ans tout seul dans son garage, mais que c'est quelque chose de créatif qui s'apprend comme une langue vivante. Et notre deuxième pilier, c'est la pédagogie, donc la manière d'apprendre l'informatique, une pédagogie alternative qui passe par la pratique et par le faire. Donc, il n'y a pas de cours chez Adatech School et il n'y a pas de prof. À la place, il y a des projets qui sont menés avec votre groupe et des encadrants. Si jamais vous êtes intéressé par Ada, je vous mettrai dans le chat un lien vers le live de présentation qui a lieu pas ce jeudi-là, mais jeudi prochain. Donc, ça sera l'occasion, c'est une conférence un peu comme celle-ci, vraiment basée sur Ada, présentée par Chloé, qui est la directrice de l'école et la fondatrice. Et du coup, c'est l'occasion de poser toutes vos questions si vous en avez. Donc, du coup, pourquoi on a organisé cet événement avec Latitude? Déjà, merci beaucoup à Latitude d'avoir accepté de répondre à mes questions sur le thème d'être un développeur ou une développeuse engagée. Manon a eu un empêchement, donc est remplacée par Augustin. Et accompagné de Raphaël. Donc, je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Donc, nous, pourquoi on a choisi de faire une conférence sur ce thème? C'est qu'on a la forte conviction que chez Adatech School, nos apprenants et apprenantes ne sont pas là pour apprendre à coder, pour l'amour de la technique. Ce qui est important, c'est qu'ils apprennent à coder au service de quelque chose. Donc, nous, on a très envie, et je crois que c'est le cas, de former des développeurs et des développeuses engagés. Donc, on peut être engagé dans le code aussi bien dans les choix techniques qu'on fait, dans ses choix de comportement, de management en entreprise, aussi dans les choix d'entreprise que l'on rejoint. Et chez Ada, c'est quelque chose qu'on met très en avant grâce justement aux événements que l'on fait, aux entreprises qu'on invite en masterclass, aux entreprises qu'on choisit en tant que partenaire. Nous, on est vraiment en faveur d'une technologie à la fois créative, mais aussi qui crée un monde plus durable et plus inclusif. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la société d'aujourd'hui, de demain, est façonnée par des outils technologiques que nous développons maintenant en ce moment même. Et ceux-ci doivent être représentatifs d'une société mixte et paritaire. Donc, c'est des choses nous, on enseigne chez Ada et sur lesquelles on met le doigt. Il y a des initiatives comme celle de Latitude qui sont là pour aussi montrer des solutions technologiques pour à la fois favoriser l'inclusion, réduire les inégalités, engendrer plus de solidarité, réduire le réchauffement climatique et tout ça grâce à la tech. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser à Augustin, qui est cofondateur de Latitude, et Raphaël, qui est animateur de communauté, le soin de se présenter et de présenter également Latitude et ce qu'ils font au sein de Latitude. Donc, je vous laisse tous les deux nous dire votre parcours et peut-être aussi nous dire pourquoi la Tech for Good, ça vous tient à cœur et comment vous êtes tombé là-dedans. Très bien. Bon, c'était pas dans une marmite, je vous spoil comme Obélix, mais c'est pas loin. Bonjour à toutes et à tous, Augustin. Effectivement, Manon m'a dit de vous présenter ses excuses de ne pas être là ce soir, mais elle avait un empêchement. Et donc, j'espère que vous êtes quand même content de me retrouver. J'ai cofondé Latitude il y a 4 ans en sortant d'école d'ingénieur. On a cofondé l'asso avec Manon et Yannick. Et depuis, dans l'association, je m'occupe en particulier de la recherche de financement pour que l'asso continue de se développer et toucher plus de personnes. Comment je suis tombé dans la Tech for Good? On était dans une école d'ingénieurs assez spécialiste, généraliste, pardon, mais on a quand même une spécialité en informatique. Et c'est vrai que en apprenant les compétences numériques en dernière année, on a été marqué par à la fois leur potentiel,
leur capacité à passer des solutions à l'échelle, la capacité à créer des programmes qui sont assez incroyables. Et pour autant, on était aussi marqué par le fait qu'on ne nous enseignait pas du tout, ou très peu, comment est-ce qu'on pouvait mettre ce potentiel-là au service de causes sociales et environnementales qui nous tenaient à cœur. Et donc, c'est un peu en réaction à ça qu'on a commencé à créer Latitude, et qu'on fait ça à temps plein depuis 4 ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes à temps plein à travailler sur le projet. Et la mission de Latitude, c'est vraiment d'aider les personnes qui travaillent dans le numérique, donc à la fois les individus et les organisations, à s'engager pour créer une technologie qui soit justement engagée, c'est-à-dire qui met son potentiel au service de la résolution de défis sociaux et environnementaux, et responsable, c'est-à-dire une technologie qui prend aussi conscience de ses limites, de ses propres enjeux, et qui cherche à les maîtriser. Donc, que ce soit des enjeux de sobriété, de diversité dans le numérique, et cet événement est bien placé pour en parler, d'accessibilité, de citoyenneté, de respect de l'humain. Voilà, c'est un peu différentes thématiques qu'on va traiter et qu'on aura l'occasion de détailler dans la réponse aux questions tout à l'heure, j'imagine. Et concrètement, la manière dont on le fait, on a une approche à 2 niveaux, mais pareil, on aura l'occasion de le détailler. Une approche où notre but, c'est de changer la manière dont on enseigne les technologies. Donc, on forme 6 000 étudiants par an à ces sujets-là dès leur formation au numérique pour qu'ils l'aident dès leurs études et que ce soit un prérequis à l'entrée dans la vie professionnelle. Et on travaille avec des professionnels pour les aider à se former sur ces questions-là et à s'engager dans leur vie de tous les jours. Et je vais passer le relais à Raphaël. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Raphaël, je suis content d'être avec vous aussi ce soir. Moi je suis, voilà, à la base je suis étudiant en master à Sciences Po, donc je suis toujours étudiant. Là je suis actuellement en césure, donc à Latitude, où je fais un stage de 6 mois et j'ai pour rôle donc d'animer la communauté. Donc comment est-ce que j'en suis arrivé à Latitude? Comment est-ce que j'en suis arrivé à la Tech for Good? En fait moi de base j'ai un profil qui est plutôt tech, même si c'est toujours, enfin malgré, enfin par mon cursus on va dire quand même comment dire, orienté sciences humaines, sciences sociales, etc. Et j'ai toujours eu donc des convictions sociales, écologiques, environnementales, etc., qui étaient assez fortes. Et donc c'est pour ça que moi, je ne me voyais pas travailler dans un secteur qui me demande de renier mes valeurs, on va dire. Et à la fois, je suis hyper intéressé par la tech. Et c'est vrai que il y a, on va dire, j'ai dû apprendre il y a 1 an ce que c'était que la tech for good et ce que c'est, parce que ça, enfin, qu'il y avait tout un monde en fait qui existait et qui était justement chargé de faire le lien en fait entre toutes ces convictions environnementales, d'égalité des chances, enfin plein d'enjeux qu'on aura peut-être l'occasion de détailler plus tard, et le monde de la tech. Et donc, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à l'attitude? Parce que justement, en fait, c'est parfaitement au mariage des deux, en fait. C'est le croisement parfait, en fait, entre la tech et les convictions qu'on peut avoir. Enfin, comment dire, moi, je me voyais pas travailler dans un secteur qui me dise bon bah tu vas faire tel PowerPoint et tu sauras pas à quoi ça va servir et tu vas être complètement séparé en fait de la finalité et du but que ça va avoir. Donc c'est pour ça que travailler et faire de la tech for good et faire de la green tech, etc., c'est vraiment un super moyen, en tout cas à mes yeux, de justement faire un travail qui a du sens, qui est aussi porteur d'avenir parce que c'est la tech et que c'est le monde de demain. Et donc, pour moi, voilà, ça me paraissait cohérent avec mes convictions. Ok, trop cool. Bah, merci, merci pour votre présentation. Du coup, pour se plonger dans ce que vous faites au quotidien, donc vous accompagnez des professionnels chez Latitude qui changent le monde grâce à la tech. Est-ce que pour qu'on se plonge un peu dans ce que vous faites, vous auriez des histoires de succès à nous partager? Ouais, par exemple, il y a un étudiant qui a été suivi par Latitude, qui s'appelle Jules, qui était un étudiant à l'ICEP, donc qui est une école d'ingénieurs, et qui a développé, par exemple, à côté de ses heures de cours, un plugin pour réduire la consommation d'énergie quand on utilise YouTube. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de mettre en place, enfin, cette histoire, elle est symbolique et elle est intéressante parce que, en fait, souvent, les étudiants, en fait, ont des idées. Quand ils sont étudiants, ils ont envie de changer le monde, ils ont envie d'aider comment dire, les choses, la société dans son ensemble à aller mieux.
Et nous, ce qu'on essaie de faire à Latitude, justement, c'est de prolonger cet engagement pendant que les étudiants sont étudiants et faire en sorte qu'ils ne se renient pas, en fait, dans leur vie professionnelle Mm. et faire en sorte que cet engagement, en fait, il puisse permettre de manger, quoi, et de continuer à vivre et travailler et faire quelque chose qui soit en accord avec ses valeurs. Donc, par exemple, j'ai un autre exemple, c'est l'histoire d'Anna, qui est l'une des, par exemple, des toutes premières étudiantes à avoir été accompagnée par Latitude, qui étudiait à Centrale Supélec et qui, à la base, donc voilà, a été étudiante accompagnée par Latitude et qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle a pu continuer son parcours en rejoignant 21, qui est l'incubateur d'innovation sociale à la Croix-Rouge. En fait, comme elle voulait rester en lien avec ses compétences tech, elle est devenue responsable de leur programme Impact Data. Et c'est un super bon exemple, c'est un super bon exemple en fait de quelqu'un qui a pu poursuivre dans son engagement professionnel ses valeurs et ce qu'il a construit en fait pendant toute sa scolarité, parce que je pense que la rupture en fait elle n'est pas cohérente en fait entre ce qu'on veut faire quand on est étudiant et ce qu'on demande dans le monde de l'entreprise. Parfois il y a des gros écarts, donc le but en fait c'est de réussir vraiment à créer une continuité comme ça. Et par exemple, Anna, pour vous donner peut-être un exemple plus concret, plus palpable, Anna, donc, elle est dans l'incubateur social de la Croix-Rouge. Et par exemple, elle accompagne des entrepreneurs. En fait, elle, concrètement, elle incube des entrepreneurs sociaux. Par exemple, Arken, qui est un logiciel qui permet en fait d'opérer, entre les hôpitaux, d'interopérer leurs données en open source. Enfin, je ne vais pas détailler plus en profondeur, mais juste montrer qu'il y a des vrais besoins en fait de la société qui ne sont pas forcément toujours bien adressés par les entreprises et qu'il y a tout un monde en fait duquel les étudiants et les étudiantes et les professionnels du monde de la tech peuvent s'emparer pour répondre à ces besoins et ces défis socio-environnementaux. Et du coup, vous, chez Latitude, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner justement ces étudiants ou ces professionnels en quête de sens et d'impact? Bah, premièrement, en fait, on leur propose des actions, en fait. On leur propose d'agir. C'est-à-dire que en tant que membre voilà, d'une communauté tech, on peut changer directement les choses par son travail. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie par exemple là en ce moment de mettre en avant, c'est 101 actions que des personnes qui bossent dans la tech pourraient faire concrètement. Des développeurs, des data scientists, n'importe quoi, en fait, le monde de la tech au sens large. Et en gros, faire en sorte que chacun puisse à son échelle agir, que ce soit quelques minutes, une heure ou voire toute une vie en fait, pour répondre aux défis socio-environnementaux. Je sais que c'est hyper large, mais on aura peut-être le temps d'y revenir plus tard de ce qu'on entend par ce défi socio-environnementaux. Et du coup, par exemple, concrètement, euh, on a des initiatives qui s'appellent Une heure pour changer le monde et qui sont en fait des associations en fait, qui vont poser des questions qu'on va récupérer et qu'on va mettre en libre lecture en fait, aux membres de notre communauté qui sont dans le monde de la tech. Ils vont pouvoir parcourir les questions. Et en fait, en fonction des questions auxquelles ils peuvent répondre et auxquelles ils ont aussi envie de répondre, en fait, ils vont pouvoir prendre une heure de visio avec les associations pour justement répondre à leurs besoins. Et moi, je pense que c'est hyper intéressant parce que le monde des assos, il est hyper éloigné de la tech. C'est pas forcément, franchement, dans la culture voilà, administrative, etc., de ces Mm. endroits, de ces milieux-là, de se mélanger à la tech. Et justement, notre mission, ça va être aussi de faire le lien entre ces deux-là. Et les assos, c'est un franc succès. Par exemple, c'est Une heure pour changer le monde. Par exemple, il y a 95% des assos qui nous ont annoncé qu'elles étaient satisfaites, quoi. Donc, ça montre quand même qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande, il y a une vraie envie, mais qu'il y a un lien qui ne se fait pas. Et donc, que nous, on essaye de faire. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait deuxièmement? Bah, on essaie de faire vivre une communauté. C'est-à-dire on essaie de créer des lettres, enfin, on fait des lettres mensuelles, on essaie de faire des événements, on a un Slack où les gens disent, OK, moi je suis sur tel projet, j'aurais besoin de telle personne qui m'aide ponctuellement, il n'y a pas d'engagement, et juste bénévolement, voilà, qui m'aide sur tel projet parce que j'aimerais bien pouvoir loger des SDF, machin. Enfin, il y a plein de trucs qui se font, et nous, on essaie vraiment voilà, de faire vivre une vraie communauté tech qui a envie de faire quelque chose, en fait, qui a envie de faire quelque chose avec la tech et autre chose que simplement du profit. Et pour témoigner, c'est vrai que moi, je suis sur ce Slack Latitude et c'est vrai que c'est déjà très bien organisé parce que parfois, réunir plein de bonnes volontés ensemble, il faut savoir qui va où. Donc, je trouve ça déjà très bien organisé et toujours avec des nouvelles propositions, soit pour se faire aider, soit pour aider. Donc, c'est un Slack que je vous conseille. Si vous pouvez, soit toi, Raphaël, soit Augustin, partager
le lien pour rejoindre le Slack et les 100 actions dans le chat. Je pense que ça peut intéresser. Oui, je le fais. Top, merci beaucoup. Et du coup, sur la partie plus tech, du côté développeur CTO, est-ce que vous avez des accompagnements spécifiques pour les équipes techniques, des conseils que vous leur fournissez? Comment ça se passe? Oui, effectivement, pardon, le lien n'est pas passé, je le remets là directement dans le chat. Effectivement, comme le disait Raphaël, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire en sorte que le premier pas d'engagement puisse être accessible à tout le monde. Donc, ça peut être aider une asso, il y a plein d'autres moyens, ça peut être se former à l'éco-conception, ça peut être mentor d'une personne qui est en train d'essayer de s'insérer sur le marché du travail numérique. Voilà, il y a plein d'actions qu'on essaie de rendre accessibles. Et on a développé des accompagnements qui sont là pour à la fois aider les individus et les entreprises à franchir le pas. Et donc, concrètement, on a un peu deux piliers. C'est d'une part des modules d'acculturation, de formation qui permettent de comprendre de quoi on parle. Notamment, si vous vous inscrivez au questionnaire que je viens de vous partager, dans le mail de bienvenue, on vous propose de participer à notre parcours d'initiation à la Tech for Good. Et c'est un parcours où on présente en fait, quelles sont les différentes causes auxquelles on s'adresse et bien les comprendre pour pouvoir ensuite agir. Donc ça, c'est un premier pas. Et ensuite, on essaie de proposer des actions concrètes. Donc pour les individus, ça va être m'engager bénévolement ou trouver un emploi qui correspond à mes valeurs, comme le mentionnait bien Raphaël. Et pour les entreprises, on fait en sorte d'animer des dynamiques de changement en interne, que ce soit en proposant des formations, de l'acculturation pour les équipes, et surtout en accompagnant les personnes qui sont en charge de ces sujets pour les aider à aller toujours plus loin dans l'engagement de l'entreprise. Le but, c'est que, voilà, on a un certain nombre d'actions que des entreprises ont déjà prises, et tant mieux, heureusement même. Ça bouge beaucoup en ce moment, et on essaie de les faire aller plus loin. Et nous, notre rôle, tel qu'on le voit, c'est vraiment toujours être à la pointe de ces sujets-là pour toujours aider à aller un cran plus loin dans son engagement. Pour vous donner deux exemples, une entreprise qu'on suit depuis longtemps, depuis 2 ans et demi maintenant, qui s'appelle Margot. Ils nous ont initialement contactés parce qu'ils faisaient pas énormément de choses sur le sujet, ils voulaient initier une dynamique. On a commencé par organiser un hackathon avec eux, donc il y a 30 personnes chez eux qui ont participé. On avait identifié 3 problématiques d'association et on a prototypé des solutions pour ces assos pendant le week-end. Il y en a une, par exemple, c'était Mes Mains en Or, qui en fait cherche à donner accès à la culture pour des enfants qui sont en situation d'hospitalisation. Et du coup, pendant le week-end, il y a concrètement eu de la création de jeux mobiles pour découvrir, par exemple, les tableaux du Louvre. L'idée, c'était un petit jeu qui transforme les tableaux du Louvre en un puzzle. Et du coup, depuis son lit d'hôpital, un enfant pouvait découvrir les tableaux du Louvre de manière interactive. Et après ce hackathon, ils ont envie d'aller plus loin et du coup, ils ont rejoint notre communauté. Et depuis, tous les mois, on leur suggère des actions, des événements qu'ils peuvent proposer à leurs équipes. Et le but, c'est d'aller de plus en plus loin. Et en 2 ans, il y a eu pas mal de chemin qui a été parcouru, vu qu'ils ont mis en place des dynamiques de bénévolat et médecine de compétences. Ils ont fait une mission pour Médecins sans frontières pour les aider à développer des kits de déploiement dans des pays en voie de développement. Récemment, ils sont en train de commencer un projet pour l'IPE UNESCO. Donc, ça prend du temps pour les organisations, mais petit à petit, les mentalités changent et se mettent en mouvement. Deuxième exemple d'entreprise qui s'appelle Polyconseil, c'est pareil, une entreprise de services numériques de 200-300 personnes. Et récemment, ils ont partagé notre parcours d'initiation que j'évoquais à l'instant à toutes leurs équipes pour leur proposer de s'acculturer à ces questions-là et que, en étant acculturés, ils puissent aussi être plus force de proposition en interne. Nous, notre conviction, c'est que le changement, il passe par les individus et qu'il faut absolument qu'on forme le plus grand nombre à ces questions-là parce qu'après, ils deviennent moteurs de la transformation et du coup, on peut transformer les organisations plus rapidement. Et du coup, sur cette partie accompagnement, comment vous trouvez les experts qui peuvent accompagner les entreprises sur différents sujets, l'accessibilité, l'inclusion, comment est-ce que vous faites? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on développe, nous, une expertise en interne sur certains sujets, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la prétention de tout savoir, loin de là. On a plutôt une vision généraliste. C'est peut-être notre biais d'avoir fait une école généraliste qui nous a fait faire quelque chose de généraliste, mais on a une approche plutôt généraliste. Et par contre, dans nos valeurs, il y a vraiment c'est inscrit dans nos valeurs, on a une dimension collective. On essaie vraiment de construire les accompagnements avec des partenaires de l'écosystème qu'on a identifiés. Et c'est un écosystème qui est en plein développement. Vraiment, si vous vous intéressez à ces sujets,
n'hésitez pas à nous glisser un mail. On peut vous recommander plein d'organisations, plein de lectures sur la question. On n'est pas du tout seul. Mais voilà, sur la question de la sobriété, il y a des gens qui développent des MOOC comme l'Institut du numérique responsable, des formations comme greenIT.fr. Il y a des mouvements d'entreprises du numérique qui cherchent à se former sur ces questions-là, comme Planète Tech Care, qui a été initié par le plus gros syndicat d'entreprises du numérique en France. Sur les sujets d'accessibilité, de même, il y a un MOOC de l'INRIA qui existe pour se former à ça. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la mise en place de sites web accessibles. Donc voilà, on s'appuie en fait. Quand on n'a pas l'expertise, on cherche à s'appuyer sur tous ces acteurs et on essaie de faire écosystème ensemble pour avancer collectivement. Ok. Et en effet, sur ce parcours d'initiation à Tech for Good, vous partagez aussi beaucoup de ces ressources. Exactement. Sur la partie, du coup, accompagnement des écoles, on avait discuté ensemble, Augustin, il y a toute une partie qui est importante pour vous, en gros, d'accompagner les écoles dans la manière d'enseigner. Comment ça se passe concrètement? C'est quoi un accompagnement, l'attitude d'une école? Et pourquoi c'est important pour vous de faire comprendre ces enjeux Tech for Good dès les études et peut-être même parfois en amont même des études? Ouais. En fait, si on s'intéresse à la fois aux écoles, aux entreprises, c'est vrai que parfois ça nous génère plus de travail que si on se concentrait uniquement sur un des sujets, mais on pense que la problématique qu'on cherche à résoudre est vraiment systémique dans le sens où c'est un enjeu qui est à la fois actuel dans les entreprises où, vu que les gens n'ont pas été suffisamment formés à ces sujets, ce n'est pas suffisamment pris en compte dans la manière dont on développe des technologies numériques aujourd'hui. Du coup, il faut changer comment c'est fait aujourd'hui, mais il faut aussi anticiper sur demain en formant les personnes qui vont demain construire les technologies. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on a cet écosystème aussi riche. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur les écoles pour deux raisons. C'est que d'une part, on prend le problème à sa racine. Le but, c'est que voilà, toutes les nouvelles générations n'aient pas cette dette entre guillemets de formation sur ces questions-là. Et aussi parce que les écoles ont un rôle très lié à plein d'organisations, parce que dans une école, il n'y a pas que des étudiants, il y a des enseignants-chercheurs, il y a des partenariats avec les entreprises, parce que le but d'une école, c'est de former des étudiants à rejoindre le monde du travail. Et donc, les écoles ont un rôle super intéressant parce qu'elles permettent de réunir tous ces acteurs-là. Et c'est vrai que dans nos cours, on n'a en fait pas que des étudiants, on a aussi des personnes qui sont dans le monde professionnel qui viennent intervenir devant les étudiants. Là. Et donc, concrètement, ce qu'on fait avec les écoles pour schématiser, c'est trois choses. La première, c'est qu'on dispense des modules de sensibilisation, de formation pour comprendre le problème. Et donc, on a développé nos modules, mais on s'appuie aussi sur des modules existants qui fonctionnent bien. Donc, vous avez peut-être entendu parler, comme la fresque du climat, la fresque du numérique. Voilà, le but, c'est d'aider à ce que les étudiants comprennent les enjeux. Et le deuxième format, c'est qu'on cherche à les faire travailler concrètement sur des projets qui mobilisent leurs compétences pour une cause qui leur tient à cœur. Donc ça, c'est un peu les exemples que Raphaël mentionnait. On a eu des projets d'analyse de données pour les Restos du Cœur, de développement d'applications mobiles pour réduire le gaspillage alimentaire. Le but, c'est vraiment que les étudiants travaillent pour un client réel qui est une association ou une entreprise sociale pendant leur cours et qui puissent ainsi monter en compétences tout en s'engageant. Et le troisième pilier, du coup, c'est de faire le lien avec la vie pro et de faire en sorte de, par la suite, leur proposer des opportunités professionnelles ou personnelles qui leur permettent de continuer cet engagement-là. Donc, c'est vraiment les trois choses qu'on fait en sorte d'apporter dans les écoles. Et donc, voilà, on forme environ 6 000 étudiants par an en ce moment. Et est-ce que vous avez des pistes du côté enseignant pour qu'ils puissent aussi transmettre de manière plus responsable, avoir des bons exemples? Oui, c'est une bonne question parce que c'est un de nos enjeux aujourd'hui. C'est que nous, on s'est créé parce que ça n'existait pas et donc on a voulu changer ça. Mais si on pense au modèle d'enseignement qui devrait exister, les enseignants-chercheurs devraient être formés à ça et pouvoir être en mesure de, quand je donne un cours je suis enseignant, je donne un cours sur le développement web, je devrais être en mesure de partager les enjeux de sobriété, d'accessibilité, de diversité à mes étudiants et mes étudiantes. Et donc, dans notre vision long terme de l'enseignement, c'est pas du tout l'attitude qui donne des cours dans 10 000 écoles. Voilà, notre but, c'est plutôt de voir comment est-ce que sur le long terme, on peut former, outiller ces enseignants et ces enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent à la fin donner leur propre cours. Même d'un point de vue économique, de toute façon, on ne pourrait pas réussir parce que les écoles ne sont pas habituées à payer des prestataires comme nous. On arrive à le faire ponctuellement, mais si on veut vraiment réussir à transformer profondément la manière dont on enseigne les technologies,
il faut s'appuyer sur les enseignants et les enseignantes et leur donner les outils pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, on le fait indirectement parce que de temps en temps, on les réunit pour leur partager de la veille, leur présenter un peu des nouvelles ressources qu'on a pu trouver. Mais ce qu'on aimerait, c'est vraiment réussir à le faire de manière plus systémique et que des vacataires puissent, des freelances ou même des personnes puissent s'emparer de nos méthodos pour aller les transmettre dans leurs anciennes écoles, de faire en sorte qu'on puisse développer des formations pour les enseignants et les enseignantes. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui est en train d'arriver dans l'écosystème parce que si le sujet vous intéresse, il y a une plateforme qui vient de se lancer, qui a été lancée par les bénévoles du Shift Project, qui s'appelle Enseigner le climat, donc qui est vraiment uniquement sur le sujet climatique, mais qui a pour but de référencer des ressources pour que les enseignants et les enseignantes puissent former leurs élèves à ces questions-là. Et il pourrait y avoir la même chose sur nos sujets numériques. C'est super intéressant. Nous, c'est quelque chose sur lequel on se rejoint parce que nous, sur l'enseignement de manière alternative, l'enseignement de manière alternative et la pédagogie ADA qu'on développe, nous, c'est une volonté de former des enseignants à la méthode ADA et de les certifier. Et puis après, ils pourraient potentiellement enseigner dans plein d'endroits. Donc, si la personne est certifiée Latitude plus ADA, je pense que ce serait une bonne manière de changer le monde. On a pas mal parlé du coup de l'accompagnement que Latitude fait auprès des écoles et auprès des entrepreneurs. Si on parle plus au niveau de l'engagement que nous, en tant qu'individu, on peut avoir, enfin, tu le soulignais à juste titre que ça part de l'individu. Donc, si nous tous, là, dans cette conférence, on a envie d'agir, c'est quoi, selon vous, les leviers pour changer la tech et la mettre au service de grandes choses? Vaste question. Alors, la vision de la tech que défend Latitude, c'est une tech en fait qui doit être à la fois engagée et responsable. Donc, ça veut dire quoi? C'est un peu des mots généraux, mais je vais vous expliquer. Une tech engagée, c'est ce qu'on a expliqué plus tôt. En fait, une tech engagée, c'est une tech qui est au service d'eux. C'est pas une tech pour la tech on va faire des plus grosses capacités de calcul parce qu'on peut faire des plus grosses capacités de calcul. C'est à quoi ça sert? Donc, c'est une tech qui sert à. Et une tech responsable, c'est encore une fois, toujours dans le but, en fait c'est mesurer les externalités positives et négatives que vont avoir pour conséquence les produits qu'on va faire en fait dans le monde de la tech, et donc dire qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences positives, négatives, comment est-ce qu'on fait pour limiter les conséquences négatives, comment est-ce qu'on fait pour les machin. Donc en fait nous on a plusieurs piliers éthiques, on va dire moraux, qui permettent de situer notre position par rapport à la tech. Déjà, il faut que la tech soit plus éthique. C'est-à-dire qu'elle doit faire attention à ne pas jouer avec les vulnérabilités humaines. C'est-à-dire, vous connaissez tous, par exemple, le scroll infini sur les réseaux sociaux qui pousse l'attention encore et toujours plus, les notifications incessantes qui viennent de partout des réseaux sociaux et qui nous poussent à regarder plus de 70 fois notre téléphone par jour, etc. Il y a un truc qui est assez intéressant, d'ailleurs, qui parle de ça, donc une tech plus éthique. Vous pourriez peut-être aller le lire, ça s'appelle le Tech Pledge, qui est un manifeste qui a été écrit et qui nous parle beaucoup à Latitude. Également, on est engagé pour une technologie plus sobre, c'est-à-dire, en fait, le numérique, pour l'utilisateur lambda, ça paraît magique, c'est-à-dire que c'est intangible, c'est dans les nuages, mais il y a une face cachée quand même du numérique qui est très tangible, c'est-à-dire c'est des machines, des câbles, de l'électricité, de la consommation énergétique. La tech est responsable d'une augmentation de 9% par an de la part des gaz à effet de serre dans le numérique. Donc, il s'agit de ces émissions-là et ces impacts négatifs sur l'environnement-là. Il s'agirait de les mesurer et de les réduire, faire en sorte que ça ait l'impact le plus moindre possible. Il y a également aussi toutes les problématiques autour de l'obsolescence programmée, de l'utilisation des métaux rares, du fait que ce soit de plus en plus dur de réparer des matériaux high-tech. Et donc c'est pour ça que nous, on pense que c'est important de militer pour une technologie et une tech plus sobre. Voilà, c'est ça qu'on entend par plus sobre. On milite aussi pour une tech plus diverse. Ça, je pense que Ada est bien placée
pour en parler, il y a seulement 10% de femmes qui sont développeuses dans le monde de la tech. C'est pas possible de construire un monde de la tech au service de l'intérêt général si c'est 90% des hommes blancs qui le mettent en place, des hommes blancs et surtout en majorité issus de quartiers riches, on va dire, pas de milieux populaires. Donc, c'est pas possible de faire ça et d'inclure tout le monde si tout le monde en fait ne s'y met pas. Donc, ça, c'est un enjeu qui est important pour nous aussi. Il faut aussi que la tech soit plus accessible. On s'en rend pas compte parce que c'est des invisibles, mais il y a une personne sur 6 en France qui n'a pas utilisé Internet sur l'année 2019. Bon, je pense que ça a dû réduire là, depuis le confinement et voilà, on n'a pas les données les plus récentes de l'INSEE sur l'année 2020 et 2021, mais c'est un vrai enjeu. Notamment, bon, il y a des associations, par exemple, qui s'occupent de ça, qui sont emparées de ça. Par exemple, Emmaüs Connect, qui est chargé voilà, de faire de l'assistance et de l'accompagnement pour tout ce qu'on appelle les illettrés, enfin, ceux qui ne savent pas utiliser ou qui utilisent très rarement des matériaux électroniques pour faire en sorte que voilà, ce soit vraiment accessible à tous, que ça s'adresse à toute la société et que ce soit accessible à toute la société. Et aussi tout l'enjeu autour du handicap et des handicaps. Voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte pour mettre en forme une page web pour que les malvoyants puissent le voir? Comment est-ce qu'on met des métadonnées sur des images pour que voilà, il puisse y avoir une voix artificielle qui explique aux non-voyants ce qu'il y a à l'image, etc. C'est des enjeux qui sont importants. Et également, pour finir, il faut aussi que ce soit une technologie qui soit plus citoyenne. Qu'est-ce qu'on entend par une technologie plus citoyenne? On a vu dans les dernières créations de métiers qui s'étaient faites ces dernières années, qu'il y a eu ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle l'ubérisation. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des métiers et des nouvelles technologies qui ressemblent de plus en plus à l'exploitation. Et par exemple, on a un exemple par rapport à ça. Il y a des coursiers, par exemple, bordelais, qui travaillaient à la base pour Uber Eats et qui se sont dit, bah, non, on va faire une coopérative de livreurs à Bordeaux pour travailler dans des conditions de travail déjà qui nous rémunèrent justement et en plus de ça, qui ne nous exploitent pas. Et donc, ils sont passés par une plateforme, d'ailleurs, que vous pouvez aller voir, qui est sur Internet, qui s'appelle coopcycle.org et qui donc sert à faire voilà, de la livraison éthique, si vous voulez. Aussi plus citoyenne parce qu'il faut créer une technologie ouverte qui protège la liberté numérique de chacun. Donc là, il y a tout l'enjeu autour de la protection des données, de la vie privée, faire en sorte qu'on ne rentre pas dans une société de la surveillance de masse, de l'entre-contrôle de masse, etc., comme on disait. Et aussi, en gros, la tech, ça, comme disait Augustin plus tôt, c'est une formidable solution pour faire des solutions de mise à l'échelle. Et en gros, on peut aussi imaginer une tech qui soit au service de la démocratie, ce qu'on appelle par exemple les civic tech. C'est-à-dire faire en sorte que voilà, on a un outil extraordinaire qui permet de tous nos liens entre nous. Comment est-ce que collectivement, en fait, on met en place des plateformes, des outils et des façons de délibérer collectivement qui vont nous permettre en fait de revitaliser aussi nos espaces démocratiques, dont on voit d'ailleurs que voilà, ils ont été détériorés ces dernières années et qu'il y a une forte demande de la population pour justement le revitaliser, cet espace démocratique-là. Donc voilà. Peut-être simplement pour juste apporter une mini précision sur le côté sobriété. C'est un rapport du Shift Project sur la sobriété numérique qui met en avant que en fait, l'impact du numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre en ce moment. Et ça progresse de 9% par an. Et du coup, c'est sur une courbe exponentielle, simplement pour préciser ce petit point-là. Effectivement, sur la question de la citoyenneté par rapport aux technologies, ce qui nous paraît important, c'est que tout comme on est investi dans la vie de notre pays à différents niveaux, même si on n'est pas toujours content et on peut donner notre avis, ça nous paraît important que les questions technologiques puissent être accessibles et que des utilisateurs et utilisatrices d'un outil numérique puissent exprimer la manière dont ils ont aussi envie de vivre cet outil et qu'on ne soit pas, par exemple, on ne nous impose pas Raphaël parle du scroll infini, mais si j'aime le scroll infini, bon, bah, pourquoi pas, mais qu'on puisse avoir le choix en fait, de décider la manière dont on a envie de vivre ces outils numériques. Et donc, il y a toute une tendance, notamment sur le design, pour faire le lien avec le scroll infini, qui existe, de designers éthiques, qui cherchent à penser un mouvement qui s'appelle Ethics by Design, voir comment est-ce qu'on peut designer les outils numériques de manière éthique par design de ces dits outils. Ok, super intéressant et j'aime bien le fait de même notre titre d'événement peut paraître un peu polémique parce que c'est vrai que la tech a souvent une image assez mauvaise. Si on regarde en effet le pourcentage le pourcentage de gaz à effet de serre émis par la tech, les polémiques sur les GAFA, etc. Et en fait, le but de transformer en fait cette tech vue comme néfaste, comme justement quelque chose qui peut être à l'origine de progrès. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on s'applique
à enseigner chez ADA. Justement, sur ce sujet, Raphaël, tu nous parlais des 101 actions, je les avais parcourues. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous avez en tête, plus à destination de développeurs ou développeuses? Oui, il y en a de différents types. Il y a plein de catégories, que ce soit pour se former, agir, en parler autour de soi. Et donc, notre but, c'est justement d'offrir une palette d'actions assez complète. Notre but, c'est vraiment de, entre guillemets, jouer un rôle de passeur et de mettre en avant plein d'initiatives qui existent auprès du monde, enfin, auprès de développeurs et développeuses. Donc, par exemple, sur se former, il y a je le mentionnais, un MOOC sur l'accessibilité de l'INRIA. Il y a les cours de Green IT. Il y a des cours sur le design éthique avec une asso qui s'appelle Designer Éthique, justement. J'en parlais à l'instant. Il y a notre parcours d'initiation pour celles et ceux qui veulent le suivre. Sur les questions pour agir, il y a des choses qui peuvent être à la fois à l'échelle individuelle, à la fois à l'échelle de son entreprise. Donc, par exemple, sur diversifier son recrutement, il y a de plus en plus de projets qui se lancent pour aider les entreprises à diversifier leur recrutement numérique, que ce soit, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Take Your Place, qui est dédiée à ça. Il y a aussi, même à titre personnel, vous pouvez décider de changer d'outil numérique que vous utilisez ou utiliser des outils plus libres, enfin des outils libres qui sont respectueux de vos données personnelles. On peut citer l'association Framasoft, je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous la connaissent, mais qui propose des services numériques alternatifs à Google Doc, Google Slide, Doodle, etc. Donc ça, c'est intéressant. Pour faire un petit retour d'expérience là-dessus, moi, c'est pas un sujet sur lequel j'étais sensible à la base. J'ai un ami qui est très sensibilisé et qui nous a proposé de nous créer nos propres instances de mail. Comme ça, on avait nos propres mails sur nos propres serveurs et on peut maîtriser du coup qui a accès à nos données. C'est vrai que c'est un engagement parce que du coup, je me mets à payer mon mail, ce qui paraît bizarre maintenant qu'on peut avoir un mail gratuit. Mais d'un côté, c'est un moyen de dire que la façon dont ont été construits les modèles technologiques ne nous convient pas et que on serait prêt potentiellement enfin, en tout cas c'est mon cas, à payer un service qui m'apporte de la valeur, parce qu'envoyer des mails, je ne sais pas comment je ferais ça aujourd'hui, malheureusement, dire que j'aimerais bien prendre la main sur comment est-ce que j'utilise et que mes données ne soient pas utilisées pour des projets que je ne maîtrise pas forcément. Voilà, pour donner un exemple. Il y a des sites qui vous permettent maintenant de calculer votre score le score carbone, entre guillemets, donc on va dire l'impact de votre site web. Donc, par exemple, Carbon Calculator qui vous permet ensuite d'afficher l'impact de votre site et de faire connaître cet enjeu-là. Il y a la possibilité d'accompagner des assos sur le sujet numérique. Raphaël le mentionnait rapidement, c'est vrai qu'il y a un niveau assez hétérogène dans le secteur de l'intérêt général sur les questions numériques. Il y a des personnes qui s'y connaissent bien, il y a des personnes qui s'y connaissent moins bien, pour différentes raisons. D'une part, parce que c'est des compétences qui parfois coûtent cher, c'est des compétences qui sont très peu compréhensibles quand on ne les a pas apprises. Donc, vu de l'extérieur, c'est assez dur de les comprendre. Et du coup, il y a un enjeu à relier ce monde de l'intérêt général, notamment le monde associatif, avec des gens qui connaissent le numérique, pour faire en sorte que le monde associatif gagne cette culture numérique aussi, parce que ça peut venir nourrir sa mission sociale. Le but, c'est pas de dénaturer sa mission sociale, mais bien de venir l'enrichir. Tout comme on pense que si le secteur des technologies était plus proche du secteur de l'intérêt général, ça aiderait aussi à se poser parfois les bonnes questions et de peut-être moins foncer droit devant. Voilà, pour donner quelques exemples d'actions concrètes vous pouvez les retrouver en rejoignant notre communauté. Et cette année, on va, si vous nous suivez, on va faire une ligne événementielle avec un événement par mois. Et chaque mois, on mettra en avant 2-3 actions avec du coup les personnes qui les portent, qui les ont utilisées, qui viendront témoigner sur les différentes thématiques que Raphaël a mentionnées, donc la citoyenneté, l'accessibilité, la sobriété, etc. Et le but, c'est de vous aider à mettre en place ces actions-là. Super. Justement, j'avais la question des événements, mais je pense que tu l'as mentionné. Peut-être avant de laisser la place aux questions de l'audience, si de manière générale, donc tu as cité pas mal de références qu'on peut retrouver au sein de la communauté Latitude ou au sein du programme à suivre sur la Tech for Good. Est-ce que vous deux, vous avez des recommandations, soit de livres, soit de films, soit d'événements, soit un article à lire, un peu pour s'éveiller sur ces sujets? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Alors, il y a des... Pardon, je Vas-y, commence. vas-y.
il y a des super opportunités chez Latitude, je crois que vous n'avez pas idée, quoi. Non, plus sérieusement, si c'est des sujets auxquels vous êtes sensible et qui vous intéressent et que déjà vous avez juste envie de faire un pas tout le chemin, mais en tout cas un pas de plus vers ces sujets-là, nous, on organise une visio la semaine prochaine. On va parler de ça plus en détail. C'est une visio de rentrée Latitude. Je peux vous mettre le lien si vous voulez dans le chat. Et sinon, on organise aussi, pour tous ceux qui veulent s'engager, un parcours d'initiation dont on parlait plus tôt, qu'on fait normalement d'habitude plutôt à des professionnels donc, pour entrer dans la communauté, mais aussi qui pourraient vous intéresser. Et, et donc voilà, nous on propose ça. C'est pas engageant, c'est des formations en ligne, etc. Donc voilà, et ça vous permettra peut-être voilà, d'en apprendre plus sur les sujets, parce que voilà, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et sinon, il y a un hackathon aussi qui est organisé le 16 et le 17 octobre à Paris, enfin aussi à Paris, mais dans 4 villes, qui s'appelle la Nuit du Code citoyen, qui va durer 24 heures. Et en gros, c'est Latitude. Enfin, en gros, vous pouvez y assister en physique comme en distanciel. Ça va être dans 4 villes en simultané. Et du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, il va y avoir plein de projets qui seront présentés. Vous choisirez le projet qui vous intéresse le plus, auquel vous auriez éventuellement envie d'y participer. Et ensuite, vous avez la possibilité voilà, d'y participer sur 2 jours avec d'autres personnes qui bosseront sur le même projet que vous. Et je pense que ça pourrait être alors, on vous propose 2 choses, à la fois vous investir et agir par les hackathons, ou alors vous renseigner et en apprendre plus, soit par la visio de rentrée, soit par le parcours d'initiation à Latitude. Du coup, on va vous mettre tout ça dans le chat. Augustin, je ne sais pas si tu as des conseils de lecture. Ouais, pendant que tu discutais, j'ai rapidement noté quelques organisations à suivre si ça vous intéresse. Déjà, il y a un média qui s'appelle Ouzbek Erika qui questionne un peu le futur. C'est leur positionnement qui est intéressant. Après, je vous partage quelques noms d'organisations qui peuvent être intéressantes à suivre. Quelques films aussi, documentaires. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a un ciné-club dans notre communauté où le but, c'est qu'on regarde des documentaires et des films qui questionnent un peu les technologies et qu'on se retrouve une fois par mois pour en discuter. Voilà. Et donc, le ciné-club, c'est une pluie de liens qui arrivent, mais je peux vous partager le lien pour s'inscrire au ciné-club également. Super, il y a des bonnes références, merci. Ok. Est-ce que dans l'audience, vous avez des questions pour Raphaël et Augustin sur vous pouvez partager aussi des recommandations ou si vous avez des questions sur des actions à mettre en place, des témoignages, n'hésitez pas. Ça peut être un peu assommé de liens. Pas tous en même temps. Mais en tout cas, même si ce n'est pas maintenant, s'il y a un moment, voilà, si vous êtes là, j'imagine, c'est que vous vous questionnez sur ces sujets-là. N'hésitez vraiment pas à nous écrire. On essaie de répondre au mieux aux demandes, voilà, de faire vivre la communauté. Donc, que ce soit sur nos mails ou sur notre Slack, voilà. N'hésitez pas à tout moment à venir. Et encore une fois, on n'a pas du tout on essaie au maximum de vous réorienter vers ce qui est le plus pertinent pour vous, parce que on n'a pas du tout toutes les réponses, toutes les clés, mais on a la chance de baigner dans l'écosystème depuis 4 ans et du coup de connaître un peu quelles sont les organisations qui existent, les projets qui existent, et donc on peut vous rediriger, tout comme on a d'ailleurs commencé à rediriger des personnes vers ADA par moment. Oui, c'est ça qui est super intéressant. Je trouve que c'est vrai que c'est un peu la Tech for Good, ça peut être aussi un côté un peu nébuleux de plein de gens qui veulent faire plein de choses. Et du coup, c'est une qualité de Latitude de savoir bien connecter les bonnes personnes au bon moment avec les bons thèmes. Alors, Julien, qui partage, merci. Julie, excuse-moi, qui partage aussi des références. L'association Boavitsa, je ne connaissais pas, mais Augustin connaît, qui réunit des experts qui tentent de travailler collectivement sur ces questions. Ok, si pas plus de questions, j'espère que vous avez noté tous les liens et que ça vous a intéressé pour creuser ces sujets. Vous pouvez retrouver la conférence Salomé O'Brien Content chez nous, la postera demain sur YouTube si vous voulez retrouver certains moments ou la partager. Merci beaucoup en tout cas d'être venu
y assister. Et surtout, merci beaucoup à Raphaël et Augustin d'avoir témoigné. Merci Alice et Julie. Et voilà, surtout, n'hésitez pas donc à rejoindre l'attitude si on vous a convaincu et si vous voulez changer les choses dans la tech. Et si Ada vous intéresse, vous avez le lien vers le live de présentation. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Merci Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée.